Bonsoir et merci de votre fidélité au lait. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. À une semaine de la rentrée scolaire, focus sur l'achat des fournitures et autres manuels. Nous verrons comment une préparation à l'avance vous fait gagner du temps. Peine alternative, une réforme pénale doublée d'un tournant pour la justice et la réinsertion, entrée en vigueur le 22 août. Ce régime trace déjà sa voie vers la mise en œuvre. Nous en ferons le point avec notre invité. Et puis nous mettrons le cap sur Essaouira, ville natale de Mohamed Amin Najib, artiste peintre autodidacte. Il expose des œuvres colorées. Miroir, c'est l'intitulé de son exposition et le matériel de base sur lequel repose son travail. Lundi 8 septembre, près de 8 millions d'élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée vont retrouver le banc des classes. Une rentrée sous le slogan pour une école de qualité. Et à une semaine de la rentrée, la fièvre acheteuse s'est emparée des parents pour l'achat des fournitures scolaires. Certains ont choisi de s'y prendre plus tôt pour éviter d'ailleurs le rush. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage réalisé à Meknes, Abdeslam Khaloui, Brahim El-Routi, Iman Eblo. Pas de file d'attente interminable, pas de rush, car cette librairie a choisi de s'organiser plusieurs jours avant la rentrée scolaire. Le maître des lieux veille au grain et coordonne avec ses collaborateurs pour une expérience client des plus confortables. Nous restons en contact avec nos fournisseurs pour s'assurer de la disponibilité des manuels. Une fois arrivés, nous les récupérons, les trions selon les niveaux et nous contactons par la suite les parents dotés à l'avance d'un numéro unique pour faciliter la réception des commandes. Une préparation à l'avance qui porte ses fruits. Les listes sont minutieusement préparées. Une aubaine pour les parents qui trouvent ici leur compte. J'ai opté pour cette librairie car tout est bien organisé. Chaque client dispose d'un numéro sur lequel il est contacté par la librairie une fois la liste des fournitures prête. La récupération se fait sur rendez-vous et cela nous fait gagner du temps. Ma fille est en première année du primaire. J'ai tout ce qu'il faut ici. On nous apporte assistance et accompagnement. Il manquait 2 manuels à ma liste. Dès qu'ils sont arrivés, on m'a contacté pour les récupérer. Je m'y suis prise bien à l'avance, mais ce n'est pas encore fini. Il manque encore quelques fournitures à la liste, mais c'est quand même mieux de se préparer tôt à la rentrée. Cela permet aux enfants de se familiariser avec leurs nouveaux manuels et se préparer psychiquement au retour à l'école. Un retour prévu dans seulement quelques jours, le 8 septembre, date du démarrage effectif des cours. Nous le disions en titre, vers une nouvelle ère de la politique pénale au Maroc, la loi relative aux peines alternatives est officiellement entrée en vigueur. Rappelez-vous, c'est tout récent, c'est le 20 août. C'était le 22 août dernier, pardon. Cette loi permet donc de remplacer certaines peines de prison par de nouvelles mesures qui favorisent la réinsertion sociale. Elle contribue également à réduire la surpopulation carcérale. Voyez le sujet, il est signé Sofia Fgroud et Wissal Imri. Réduire la surpopulation carcérale et recentrer la peine sur la réinsertion plutôt que sur la simple punition. Voilà pour les missions de la loi relative aux peines alternatives. Son délai d'exécution est fixé à 6 mois à compter de la décision judiciaire. Il existe 4 grandes catégories de peines alternatives. Le travail d'intérêt général, la surveillance électronique, des mesures restrictives ou de suivi et l'amende journalière. هذا القانون هذا جاء بفلسفة عقابية جديدة. Cette loi apporte une nouvelle philosophie de sanction, l'objectif étant de trouver un équilibre entre l'intérêt de la société et l'intérêt de la personne, autrement dit entre la nécessité de punir et la nécessité d'insérer et de réhabiliter. Il faut être bien clair, il s'agit de punir et non de trouver des moyens d'y échapper. Parmi les conditions pour bénéficier des peines alternatives est que la peine privative de liberté n'excède pas 5 ans avec une absence de récidive.
Sont exclus les crimes graves tels que le terrorisme, les crimes financiers majeurs, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue ou d'êtres humains, ainsi que l'exploitation sexuelle des mineurs. Le rôle du parquet général est central dans le suivi de la mise en œuvre de cette loi. Une circulaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vient également uniformiser les pratiques pour éviter qu'il y ait une différence dans l'application. Et pour une application dans les délais raisonnables, la loi fixe une durée maximale de 6 mois, renouvelable une seule fois, pour le travail d'intérêt général, pour l'amende journalière, ainsi que pour les mesures de soins ou de contrôle. On en fait le point avec notre invitée, Madame Rimal Blaili, directrice de la coopération et de la communication au ministère de la Justice. Madame Rimal Blaili, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, que représente l'entrée en vigueur de la loi donc sur les peines alternatives pour le système judiciaire marocain ? L'entrée en vigueur de cette loi sur les peines alternatives, elle marque une étape très importante pour la réforme de la justice au Maroc. Cette mesure, elle n'est pas une mesure isolée. Elle rentre dans le cadre d'une réforme globale qui concerne aussi une réforme du code pénal, une réforme de la procédure pénale qui vient d'être bien sûr adoptée par le Parlement marocain. C'est une étape qui a été le résultat d'une réflexion royale en 2009. Donc Sa Majesté, il avait fait appel à moderniser la politique pénale au Maroc le 20 août 2009. Ce gouvernement, il avait répondu et le résultat, bien sûr, c'était l'entrée en vigueur de la loi 43-22 du code pénal. Il faut aussi dire que après 2 ans de travail sur cette loi, elle est conforme aux engagements du Maroc à l'international, avec les textes juridiques internationaux, notamment les règles de Beijing, les règles de Bangkok et Tokyo. Alors, nous avons vu dans le reportage qu'il y avait 4 grandes catégories ou types, de peines alternatives. En quoi diffère-t-elle de la peine d'emprisonnement traditionnelle ? Donc les 4 types, ils sont clairs. Donc il y a le condamné, bien sûr, il peut faire le travail d'intérêt général. On peut imaginer, par exemple, une personne qui est en train de contribuer à un travail associatif, dans la collectivité, faire, par exemple, les nettoyages dans l'espace public. Il y a le bracelet électronique, les différents types, notamment aussi les mesures de contrôle, soins de réinsertion, et obliger par exemple une personne à aller dans un centre de traitement. Voilà. Donc ces mesures, ils sont différentes par l'esprit, par le type, par la nature, parce que la prison, elle prive la personne de la liberté. Donc, imaginons une personne, par exemple, qui a commis un délit qui est de taille moyenne, qui n'est pas majeur, qui est une personne étudiante, par exemple. Elle aura la possibilité de continuer, par exemple, avec le bracelet électronique, de continuer ses études à la maison. Donc c'est un visage humain, humaniste, qui croit en le droit de la personne à réintégrer la société. Et voilà. Et donc cette loi vise également à réduire la surpopulation carcérale, et c'est important, et la réinsertion. Alors comment cela devrait-il se passer ? Alors, il est important de dire que l'objectif principal de cette loi, il n'est pas seulement et uniquement réduire la surpopulation dans les prisons, mais bien sûr, c'est une conséquence qui est naturelle de l'application de la loi. L'objectif
vraiment, réellement, c'est de changer le rôle de la sanction au Maroc. Au lieu d'être uniquement une privation de la liberté, donc elle devient un outil de réinsertion et d'éducation pour le citoyen marocain. Il faut aussi insister sur le fait qu'elle concerne les délits punis de moins de 5 ans. Donc on parle de taille vraiment moyenne de genre de sanction. Elle ne concerne pas des crimes graves. Cela montre que nous cherchons un équilibre entre la demande de la société de sanctionner le crime et aussi de respecter le droit de l'homme. Alors nous connaissons les enjeux de cette loi, mais quels en sont donc les défis ? C'est une question très importante parce que c'est vrai que chaque loi nouvelle elle vient avec des défis, mais nous regardons vraiment il va y avoir des défis qui concernent deux volets. Le volet technique, vraiment de l'application, la mise en œuvre, voilà, avec les institutions. Et il y a la question du changement de la mentalité et vraiment l'esprit du citoyen marocain pour accepter ce genre de sanctions. En ce qui concerne nos institutions, la mise en œuvre, on a la confiance totale en nos institutions. On sait très très bien qu'ils sont en train de se former, de former les magistrats, les greffiers, les gens de l'autorité pour mieux mettre en œuvre ces mesures de peine alternatives et aussi créer un espace public plus sain avec des séances de sensibilisation pour le citoyen et faire des campagnes pour qu'on comprenne que aujourd'hui le Maroc il est dans une phase de changement vers une justice qui est équilibrée et qui est une justice de correction réelle. Madame Rima El Belaili, merci de nous avoir éclairé un peu plus sur le sujet. Je rappelle que vous êtes directrice de la coopération et de la communication au ministère de la Justice. Merci. Sous la présidence effective de son Altesse Royale, la princesse Lalia Meriem, et dans le cadre de ses engagements constants en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'enfant, l'ONDE lance la première version digitale du carnet de santé enfant au Maroc, d'Iftar... excusez-moi. L'objectif est de fournir un accès instantané aux données médicales et vaccinales des enfants, d'envoyer des rappels automatiques et de diffuser des conseils de santé personnalisés. Le volet santé mentale de l'enfant a été introduit d'emblée, notamment le développement psychomoteur et les interactions parents-enfants selon l'âge. La deuxième phase de l'opération du règlement des frais du Hajj pour la saison 1447 de l'Hégire pour les personnes inscrites sur les listes d'attente se déroulera du 15 au 19 septembre courant avec acceptation du chèque certifié, annonce le ministère d'Ahbous et des Affaires islamiques. Le paiement sera effectué en un seul versement auprès des agences de Berid Bank dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, tant pour le pèlerinage encadré par le ministère des Habous et des Affaires islamiques que pour celui des agences de voyage. La commission royale chargée du pèlerinage avait recommandé le paiement par les citoyens sélectionnés dans le cadre du tirage au sort pour l'organisation officielle d'un montant approximatif estimé à 65 000 dirhams, alors que le coût définitif du Hajj sera arrêté ultérieurement, soit en hausse ou en baisse, ajoute la même source. La terre a tremblé en Afghanistan. Une forte secousse de magnitude 6 a fait plus de 800 morts et plus de 2700 blessés dans l'est du pays. L'épicentre du séisme a été localisé à 27 km de la grande ville de Jalalabad. La terre a tremblé donc aux alentours de minuit, sortant précipitamment de leur sommeil des centaines de milliers de personnes, notamment dans le district de Nourgal, probablement l'un des plus touchés. L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre.
en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindoukouche, près de la jonction des plaques tectoniques eurasiennes et indiennes, qui concentrent d'ailleurs 15% de l'énergie sismique du monde. Et dans l'actualité proche-orientale, Israël poursuit ses bombardements aveugles sur le territoire palestinien de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a tué plus de 46 personnes, dont des enfants. Israël a annoncé d'ailleurs avoir tué le porte-parole de la branche armée du mouvement Hamas dans la bande de Gaza, Abu Ubaïda. Le Hamas n'a pas réagi dans l'immédiat à cette annonce. Et sur un autre plan, les frappes israéliennes sur Gaza ont fait plus de 63 000 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. La page culturelle de notre édition sera consacrée ce soir à l'artiste peintre Mohamed Amin Najib. Sa muse, c'est Essaouira, dont il est originaire. Son exposition s'intitule Miroir, une réflexion sur l'humanité, la femme ou encore le patrimoine gnawa, à découvrir à l'espace de la tour Bab Marrakech à Essaouira. Le reportage est signé Abdelghani Tarawi, Maria Oued. Des visages, des corps et des paysages abstraits contemporains, tous peints, polis et sublimés à l'aide de fragments de verre pilés. Tels sont les tableaux de Mohamed Amin Najib. Avec ces toiles qui ne ressemblent à aucune autre, tant par la technique utilisée et dont lui seul a le secret, que par la profondeur de sa réflexion. Ce peintre de l'absolu donne à sentir et à percevoir un monde fragile, mais dans lequel les couleurs rejaillissent toujours. Mon exposition s'appelle Miroir pour une raison simple, c'est que la matière première avec laquelle je travaille principalement est le verre. Il m'arrive également d'utiliser des miroirs et des couleurs. Cela fait maintenant 6 ans que je peaufine cette technique de peinture. Et pour la petite anecdote, c'est mon fils qui m'a inspiré l'idée de cette exposition. Un jour, je l'ai trouvé en train de peindre un miroir et j'ai eu moi aussi l'envie de m'intéresser à cette manière de faire. Riche de son ingéniosité, Mohamed Amin Najib donne à voir l'essence même de sa ville natale, Essaouira, dont il capte la lumière pour mieux la réfléchir sur le verre et en révéler l'éclat. Je suis venu admirer cette exposition car je trouve que l'idée de peindre sur du verre est tout simplement fascinante. C'est la première fois que je vois un travail artistique aussi abouti que celui-là. D'ailleurs, je suis persuadée que la ville d'Essaouira, dont est natif le peintre, y est pour quelque chose. Elle apporte aux artistes une inspiration particulière. Avec son art du tesson parfaitement maîtrisé, l'exposition Miroir joue à la fois sur la transparence, la matière et la symbolique du fragment, afin de capter au mieux l'essence même de l'existence, de la vie et de la ville qu'il a vu naître. La page sport sera consacrée au tennis et à l'US Open. Carlos Alcaraz a encore fait forte impression sur le central. Arthur Ashe, l'Espagnol, s'est débarrassé d'ailleurs du Français Arthur Rinderknecht. 7-6, 7-3, 6-3 et 6-4 face à une montagne qui n'a perdu que 2 fois lors de ses 41 derniers matchs. Rinderknecht a pris des risques au service, 11 aces et au filet 32 montées. Il a même poussé Alcaraz donc au tie-break dans le premier set, mais l'heure de la décision, Alcaraz a donc élevé d'un cran son niveau de jeu et survolé le jeu décisif. Et comme vous le voyez sur ces images, chez les dames, la Biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 1 mondial, a disposé de l'Espagnole Cristina Buska, 35e mondiale, en 2-7. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.